Volodymyr Zelensky a manifestement échappé de peu à une frappe russe. Je vous donne le contexte. Il était à Odessa en compagnie du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Ils étaient en visite lorsqu'ils ont entendu les sirènes d'alerte et ils ont ensuite entendu les explosions manifestement à quelques dizaines de mètres du convoi. Écoutez le Premier ministre grec qui raconte justement ce qu'il a vécu. Nous étions dans le port d'Odessa et le président Zelensky et ses collaborateurs nous ont fait visiter les lieux, nous expliquant d'une part l'importance du port pour les exportations ukrainiennes et nous montrant d'autre part les dégâts considérables subis par cette infrastructure essentielle lorsque nous avons entendu des sirènes. Peu après, alors que nous montions dans nos voitures, nous avons entendu une forte explosion. Je pense que c'est pour nous le meilleur rappel, le plus frappant, qu'il y a une véritable guerre en cours ici. Chaque jour, il y a une guerre qui ne touche pas seulement le front, les soldats, mais aussi nos concitoyens innocents. Des monuments culturels d'une valeur énorme sont détruits. Et je pense que c'est une raison supplémentaire pour laquelle tous les dirigeants européens devraient venir en Ukraine. Car c'est une chose de voir, d'entendre la description des médias ou du président Zelensky, avec qui nous communiquons régulièrement, et c'est complètement différent de vivre la guerre sur place. Voilà, c'est évident parce que manifestement, il avait l'air de dire qu'effectivement, c'était très, très impressionnant. Alors, d'après les infos qu'on a pu recueillir, c'était effectivement, allez, je disais quelques dizaines de mètres, a priori à peu près 150 mètres. Question, je vais y aller franco, est-ce on n'a pas d'informations, hein, donc on va parler au conditionnel. Est-ce qu'on peut imaginer que les Russes aient délibérément visé le convoi du président Zelensky? Est-ce qu'ils auraient un intérêt à essayer d'éliminer physiquement le président Zelensky maintenant? Alors ça c'est intéressant parce que depuis le début de la guerre, le président Zelensky, il est très courageux. D'ailleurs, un certain nombre de leaders politiques sont allés sur le terrain également. Le problème, c'est que les Russes frappent indistinctement. Et Odessa constitue pour eux toujours, c'est comme s'il était allé à Kharkiv, constitue toujours pour eux une cible que je qualifierais de stratégique. Donc on peut être à la convergence des deux. Moi, je ne prendrai pas mon parti là-dessus parce que, vu la nature de cette guerre, je ne suis pas sûr qu'ils aient fait... Si vraiment ils avaient fait de Zelensky une cible... Depuis le temps, je pense que ça se saurait. Oui. Une question quand même générale. Quand on disait tout à l'heure, justement, il y a des conversations entre les Russes et les Américains. On peut supposer qu'il peut y avoir effectivement des accords. Il y avait un invité tout à l'heure qui me disait, quand on a une personnalité un peu importante qui vient sur un terrain de guerre, on peut éventuellement se mettre d'accord avec l'ennemi. Est-ce qu'on peut imaginer que les Russes ne sont pas au courant que Zelensky et le Premier ministre grec vont arriver dans la ville ? Ça me paraît difficile, mais d'un autre côté, on fait tout pour garder secret les secrets, keep your secret secret. Donc, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Il y a quand même une possibilité que ça soit... c'est pas un hasard, parce que Odessa, je le disais, c'est une cible stratégique. Non, mais que ce soit un coup de pas de chance que ça soit tombé à 150 mètres. Oui, c'est possible. Alors, Zelensky, je vous le précise, il dit qu'il y a des morts et des blessés. Hein. Oui. Juste un mot, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, avait lui-même été ciblé. Ouais. Il avait été la victime de tirs. Ouais. On se rappelle les images d'Antonio Guterres à terre avec son casque. Avril 2022 à Kiev. C'est la vie des Ukrainiens au quotidien. Hein. C'était ça. Avril 2022 à Kiev, il y avait Madame Colonna, janvier 2023. À Odessa également. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils disent tous les deux, on n'a pas eu le temps d'aller se mettre à l'abri, ce qui pose quand même question sur la sécurisation. Hélène Blanc, Poutine, l'élimination physique de Zelensky, c'était un objectif au début de la guerre. On se souvient, il y avait eu effectivement des forces spéciales qui avaient été interceptées au dernier moment, alors que l'objectif était d'aller tuer Zelensky. Là, aller tuer Zelensky et atteindre par la même occasion le Premier ministre grec, ça paraîtrait quand même assez délirant, non ? Mais je ne pense pas pour Poutine, qui n'a aucune limite. Nous l'avons déjà dit, Poutine n'a pas renoncé à mettre quelqu'un à sa botte à Kiev. Donc si Zelensky n'est plus là,
Alors, soit il y aura des élections, soit il y aura quelqu'un qu'on va mettre comme ça, comme une marionnette. Mais je pense que Poutine a toujours la même idée. Mais prendre Kiev et remplacer Poutine par quelqu'un qui sera pro-russe. D'ailleurs, c'est son but dans tous les États d'Europe. Oui. Non, mais ça, c'est effectivement ce que les Européens sont en train de comprendre manifestement. Mais enfin, la présence du Premier ministre grec, elle change la donne quand même, Renaud. Oui. Parce que alors là, si le Premier ministre grec il a déjà échappé à plusieurs attentats, vous vous rappelez. Zelensky, il y en a eu plusieurs déjà contre lui. Mais le Premier ministre grec, ça prendrait une autre dimension. Moi, évidemment, j'ai aucune idée de savoir ce qui s'est passé. Là, ils nous disent les Russes que c'était une base navale, une base de drones navals qui a été touchée. Bon, peut-être, oui. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les propos de Mitsotakis, le Premier ministre grec. Vous avez vu ce qu'il dit sur entre téléphoner à Zelensky et être sur place et avoir vécu ça. Et se prendre une frappe pas loin. Et se prendre une frappe en rentrant dans sa voiture très rapidement. Là, on n'a plus le Premier ministre, on a le citoyen, on a l'être humain qui... et c'est pour ça, et il dit, j'invite tout le monde en gros à se déplacer. Et ça fait référence à ce que dit Emmanuel Macron sur la lâcheté. C'est-à-dire qu'en gros, et moi je pense que, encore une fois, en tant que citoyen, on augmente les dépenses militaires. On commence à prendre conscience des choses uniquement lorsqu'on est concerné. Mais bien sûr, c'est ce qu'on se disait hier. Mais bien sûr. Il n'y a pas de péril imminent pour les Français, pour les Allemands. Et c'est pour ça, je regardais un sondage ce matin, 58% des Allemands testés ce matin sont contre l'envoi de Taurus. L'Allemagne, une grande majorité des Allemands restent pacifistes. Parce que ils sont depuis des décennies sur leur première puissance économique mondiale. Ils voyagent partout dans le monde. Ils n'ont pas été touchés. Sauf qu'à quelques centaines de kilomètres de là, les Baltes, ils ont la trouille. Les Moldaves, ils ont la trouille. Les Polonais, ils ont la trouille. Est-ce qu'on peut rester au sein de l'Union européenne avec des partenaires qui ont la trouille sans rien faire? Apparemment, Scholz pense que oui. C'est-à-dire business as usual. On est une Union européenne, on est 27. Bon, quand on se réunit, il y en a qui ont la trouille et leurs citoyens ont la trouille, mais on fait rien. Et je crois qu'Emmanuel Macron, il a pris ça en compte. Et là, moi, ça me frappe beaucoup de voir le Premier ministre qui est assez blême, qui dit non, quand on est sur place, c'est autre chose. Il dit, c'est une expérience impressionnante. Bah oui. Et on n'a pas réussi. On se bouge quand on est concerné. Ouais. Il faut mettre cette frappe russe dans la perspective d'un déplacement prévu d'Emmanuel Macron. Alors j'allais vous poser la question, c'est quand en Ukraine. Alors je ne le sais pas. Et si je le savais, je ne sais pas si je serais autorisée à vous le dire. Vous le diriez pas. Vraisemblablement, il devait y aller en février pour des tas de raisons, ça n'a pas été possible, d'ici la fin du mois de mars. Non, ma question, c'est toujours prévu. Il n'y a pas eu de communication disant finalement on n'ira pas. Un dernier mot sur Scholz. Ouais. N'oubliez pas que la Russie et l'Allemagne ont eu des relations privilégiées depuis très longtemps, avec le gaz, le pétrole, etc. Oui. Je passe, mais je pense que Scholz a peur de Poutine, premièrement, et que deuxièmement, dans sa petite tête, il n'est pas impossible qu'il se dise, une fois que la guerre sera finie, que les choses seront tassées, on va reprendre les relations comme avant. De toute façon, il en était. Bien sûr, ça a obligé à changer de modèle. Il en était des positions, je n'accuse de rien, mais je me demande. Tout à fait se poser la question dans ces termes-là, sans aucun doute.